Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons toujours de la Guinée-Bissau. Le général Hortan Tam, investi président de la transition Embalo, réfugié au Sénégal. Après le coup d'État, les choses sont allées très vite en Guinée-Bissau. Le général Hortan Tam a été nommé président de la transition et de donc celui qui va diriger maintenant cette transition qu'il prévoit pour 1 an, selon les premières informations. De son côté, le président déchu Umaru Embalo Sissoko s'est réfugié au Sénégal. Il a été accueilli au Sénégal avec un avion affrété par le gouvernement sénégalais pour aller le chercher. On se demande comment il a pu échapper aux militaires et ceux qui l'ont laissé partir. Nous en parlerons avec nos invités. Umaru Embalo Sissoko, en tout cas, n'est plus entre les mains des militaires qui l'ont déposé. L'un d'entre eux a été investi président de la transition pour 1 an. Quant à lui, il se retrouve au Sénégal. Sénégal qui d'ailleurs a participé à cette rencontre par visioconférence des présidents de la CEDEAO et qui ont pris des mesures avec un comité restreint qui devrait incessamment se rendre à Bissau pour discuter avec les tenants du pouvoir et pour amener peut-être l'ordre constitutionnel. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Maoulolo Samson Abidja. Embalo est au Sénégal. Hortan Tam est investi président de la transition. Oui, justement, et cela fait suite à ce dont on parlait dans la première partie de l'émission. Et moi, j'aimerais bien qu'on prête un peu attention à la personnalité du nouveau homme fort de la Guinée-Bissau. On sait que c'est le chef d'état-major de l'armée de terre, mais on sait surtout que c'est un très fidèle parmi les fidèles d'Umaru Sissoko Embalo. Et que c'est ce dernier, justement, qui a fait de lui général et qui l'a promu au rang de chef d'état-major de l'armée de terre. Et leur relation si proche, qui se serait même convertie à l'islam sous l'influence de Umaru Sissoko Embalo il y a de cela quelques années. C'est-à-dire que les deux hommes n'ont pas qu'une relation professionnelle, ils ont aussi une relation personnelle. Et lorsqu'il a prêté serment, il n'est pas revenu sur le processus électoral, il n'a pas non plus parlé du départ de Umaru Sissoko Embalo, il a juste dit que la transition allait durer 1 an, sans donner de feuille de route. Et il a aussi appelé les partis politiques et les structures de la société civile à prêter main forte au nouveau pouvoir en place pour que le pays ne sombre pas entre les mains des narcotrafiquants. Parce que c'est la grande menace qu'il pointe du doigt. Il faut toujours trouver une menace extérieure à laquelle on va faire face. Exactement. Et quand on analyse un peu la personnalité du nouveau homme fort et quand on voit la profondeur des liens qu'il avait avec Umaru Sissoko Embalo, on est tenté de penser que justement on assiste à un théâtre, mais n'allons pas forcément trop vite en conclusion plutôt, parce que je me rappelle que quand on prend par exemple le cas du Niger, Tiani et l'ancien président Issoufou avaient une relation presque pareille. Et il se dit, à Niamey, il continue pas à se dire que Tiani aurait même prêté serment sur le Coran de ne jamais trahir Issoufou. Mais est-ce qu'aujourd'hui Tiani exécute un assassinat d'Issoufou? Je ne sais pas, mais je n'en suis pas sûr. Donc, lorsqu'on fait parfois porter le chapeau d'un coup d'État à une personne, on peut s'attendre aussi à tout. Mais c'est ce que j'ai à dire pour le moment. Et le Sénégal accueille Umaru Embalo Sissoko à bord d'un avion affrété par la France, un avion sénégalais affrété par la France. Et Umaru Sissoko Embalo a été laissé à quitter le pays si facilement aussi. Bon, on n'a pas eu ces détails-là. On nous annonce qu'il est au Sénégal. Exactement. Et c'est assez inhabituel parce que lorsqu'on fait un coup d'État, on met quand même en prison pendant un moment quand même l'ancien gouvernement. Au moins pendant quelques mois. Avant, le président Tiani est toujours détenu. Et le président Bazoum est toujours, au moins pendant quelques mois. Toujours détenu. Même Ali Bongo qui a été remplacé par son cousin a été mis en prison pendant quelques temps avant d'être libéré. Mais lui, en moins de 72 heures, il a pu quitter le pays. Je ne sais pas si c'est la diplomatie sénégalaise qui a exercé sa pression sur la Guinée-Bissau pour obtenir sa libération le plus rapidement possible, ou si c'est des pressions d'ailleurs. Mais tout cela, lorsqu'on analyse cela et qu'on fait un parallèle avec la personnalité même du nouvel homme fort et ses premières déclarations, on peut se poser beaucoup de questions et on attend de voir la suite. Merci beaucoup. Moi, je serai président, je prierai Dieu chaque jour que le coup d'État d'Embalo m'emporte. C'est un coup d'État si doux, c'est mielleux ce qui se passe. Arrêtez cela s'il vous plaît. Dieu donne sur nous. Alors,
Oumarou Embalo Sissoko est au Sénégal. Il se réfugie dans ce pays voisin alors que le général Hortan Tam est investi président de la transition ce jeudi. Tout est allé très vite. Le coup d'État a eu lieu le mardi. 2 jours après, les militaires ont un nouveau commandement. Il est venu pour sécuriser le commandement militaire et aussi sécuriser le pays, puisque, comme le disait Samson tout à l'heure, il a évoqué certaines menaces à la sécurité et surtout la question de trafic et des questions des acteurs politiques qui ne seraient pas peut-être préoccupés par le développement de la Guinée-Bissau. On aura peut-être le temps de revenir s'il nous propose un agenda de sa transition, mais pour le moment, il est investi président, le général, et Oumarou Embalo Sissoko se retrouve au Sénégal. Mais vous voyez, c'est tout ça là qui donne la particularité à ce coup d'État. Un coup d'État particulier, ok. Dans 24 heures, beaucoup de choses se sont passées. Ça veut dire qu'il y avait vraiment de l'organisation assez raffinée de ce coup d'État. Et donc, chacun essayait déjà de connaître son poste, son rôle, sa mission à jouer juste après. Un coup d'État où le monsieur déchu, c'est lui qui l'annonce. Et on vérifie cela par lui. La victime qui annonce qu'il a été renversé. Et donc, il a su qu'il a été véritablement renversé. Et donc, il a dormi à l'état-major, tranquillement. Et le lendemain, les militaires l'ont laissé comme ça. Il est allé prendre son vol. Il va en vacances. Peut-être une diplomatie externe. Quelle diplomatie n'a pas été plus forte au Niger à côté? Aujourd'hui, Bazoum est toujours au chaud. Ses enfants réclament sa libération. Bien sûr. Et pourtant, c'était un coup d'État. Alors, vous comprenez qu'il y a des coups d'État qui sont beaucoup plus, qui aspirent l'intérêt du peuple et d'autres coups d'État qui protègent quelqu'un. Vous voyez, la dernière fois, nous avons fait des débats à ce même plateau au sujet des élections qui se déroulent ou alors le contexte conflictuel qui est déjà très ouvert en Guinée là. Beaucoup d'internautes nous ont interpellés, en tout cas pour des contacts que moi j'ai sur place, m'ont dit, écoutez, c'est les médias qui donnent favoris Embalo dans ces élections-là. Ouais. Par contre, sur le terrain, on sait qui... Fernando Diaz qui a gagné les élections. Voilà, qui part favorite à ces élections. Son principal challenger qu'il a réussi à écarter, c'est rangé derrière Fernando Diaz. Pour dire, quoi qu'il arrive, on veut le changement à la tête du pays. Et cela a été joué à un niveau plus élevé. Mbalo s'est rendu compte de la délicatesse d'ailleurs de la situation. Qu'est-ce qu'il faut faire pour s'en échapper? Il ne peut pas aller au grand détournement. Il a choisi le mécanisme nécessaire. C'est bien ce coup d'État aussi simple, aussi harmonieux, aussi esthétique qu'on puisse dire sur le continent. Et aujourd'hui, c'est bien le Sénégal qui l'accueille. Combien de pays n'avaient pas envoyé des missions? Que ce soit... je prends toujours le cas du Niger à côté. Combien de missionnaires n'avaient pas été envoyés? N'oubliez pas, Embalo a été aussi l'un de ces gens-là qui avaient embêté la CEDEAO entre-temps. La CEDEAO avait envoyé des missionnaires, comme Embalo... Justement, il leur a demandé de repartir. Il les a refoulés tout simplement. Alors... Bon, ils sont revenus après, hein, ils ont fait leur observation. Non, mais après cet incident diplomatique, quel prix Embalo a comme ça aux yeux de la CEDEAO au point où on mettra tous les poids lourds possibles pour lui rendre la vie aussi simple après un coup d'État dont vous parlez. Donc vous voyez aujourd'hui, c'est vrai, nous, le nouvel homme fort qui prend le pouvoir, comme le disait mon ami Samson tout à l'heure, on n'avait pas encore entendu qu'il y a un clivage ou alors un incident entre Embalo et ce monsieur Ntema ou Ntama. Bon, le nom diffère, voilà, selon les prononciations. Mais aujourd'hui que ce monsieur sort et dit qu'il a pris le président et il a déposé, il a été aux soins. Donc ça veut dire que même à l'état-major, l'endroit où M. Sissoko devait rester a été bien déjà préparé et embelli. Et il a passé la première nuit là-bas. Le lendemain, il a pris le vol pour le Sénégal. N'oublions qu'il était le même militaire. Voilà. Voilà. Et donc, c'est trop beau. Écoutez la raison principale que le nouvel homme fort aujourd'hui dit que ce push a été justifié par quoi? Par de découverte des plans de déstabilisation impliquant des politiciens en complicité avec des barons de la drogue. Jusqu'ici, qui sont les premiers à manager les barons de la drogue? C'est l'armée en Guinée-Bissau. C'est l'armée. C'est les opposants.
Et quel pouvoir ils ont? Et Mbalo Sissoko a pu les maîtriser, a pu les bâillonner, a pu les emprisonner durant ces 6 ans qu'il a fait. Et a reporté les élections à son gré. Et personne n'était là pour lui imposer un non. Et aujourd'hui, on a peur que voilà, les cartels de drogue se sont donc alliés aux opposants et qui tentent de renverser. Maintenant, quand le militaire prend le pouvoir, c'est dans l'intérêt de qui? L'intérêt du peuple ou l'intérêt c'est pour le Bissau-Guinéen. Il ne veut pas que le pays soit détruit par des cartels de drogue. Poser la question aux Bissau-Guinéens aujourd'hui. Ils sont dans une incertitude totale. Ils ne savent pas ce qui est en train de se jouer exactement. Et généralement, c'est ce qui se passe quand il y a un coup d'État. Attendons de voir la suite. On attend beaucoup. un programme précis et clair de ce nouvel homme fort, de ce qu'il viendra faire concrètement. Et là, je vais faire un petit détour sur les condamnations qui affluent toujours, qui sont devenues aujourd'hui des génériques. C'est toujours la même chanson qui revient après un coup d'État. Et par la suite, qu'est-ce qui se passe? Rien. Alors, au lieu de soigner... Donc, pour le cas du Niger, on a voulu envoyer des militaires. Et Mbalo était l'un des artisans. Bien sûr. Et aujourd'hui, peut-être que pour son cas, la CEDEAO peut décider encore d'envoyer des militaires. Attendons voir si le chiffon rouge sera encore brandi à l'égard de la Guinée. C'est là que vous allez comprendre l'hypocrisie de ces institutions-là. Et il y a lieu d'aller avec beaucoup plus de tact et de véracité aujourd'hui dans nos institutions. Quelqu'un l'a dit, l'Afrique a besoin des institutions fortes et non des hommes forts. On est trop rempli des hommes forts sur le continent. Ça ne peut pas aller comme ça. Il faut arriver à un moment où les institutions donnent leur parole et que les individus soient à même de les respecter. Des gens qui ils ratifient au test et ils savent très bien qu'ils ne vont pas respecter ces tests-là. Ils savent très bien qu'ils ne vont pas respecter les institutions. Mais ils sont là pour l'esthétique tout simplement. C'est à ces moments-là qu'on le voit. L'Union européenne qui monte le temps aujourd'hui. La CEDEAO qui monte le temps aujourd'hui. Qu'avait-elle fait lorsque ce monsieur se permettait tout durant son mandat? Merci beaucoup. À vous, Dieudonné Sewono, Louis Kamako, Oumarou Mbalo Sissoko est au Sénégal. Le général Hortam Tam est investi président de la transition, une transition qui va durer 1 an. C'est ce qu'il avait lui-même déclaré lors de son investiture ce jeudi à Bissau. Non, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que il y a une proximité entre les deux hommes. Le nouvel homme fort, comme vous le dites. C'est pas nous qui le disons. Et le président déchu. Il y a une proximité qui ne dit pas son nom entre les deux hommes. Donc, ça veut dire que la coalition qui chavire n'est pas nécessairement politique ou militaire, mais c'est juste un réalignement interne à l'élite. Donc, je crois que ça me semble l'a dit tout à l'heure. Et comme moi, je ne cesserai jamais de l'affirmer, c'est une révolution de palais une fois encore, comme ce qu'on a vu au Gabon. Donc, je crois que la suite de l'événement, on le connaît, parce que c'est le scénario gabonais qui se joue là-bas en Guinée-Bissau. Vous avez vu comment est-ce que le procès a été organisé au Gabon, où les principaux accusés ont été libérés. On a jugé justement les menus frétins. Donc, je crois que c'est à cela qu'on va encore assister en Guinée-Bissau, surtout que, en mine de rien, en un temps record, le président a facilement trouvé un refuge dans un pays étranger et que le général Ntama, comme vous l'appelez, a facilement pris les rênes du pays. Je pense que tout cela, c'est trop beau. C'est ce qui rend en fait ce coup d'État-là atypique. C'est atypique. Quelqu'un disait tout à l'heure qu'on ne va pas aller trop vite en besoin, surtout que quand on compare la situation bissau-guinéenne à celle du Niger, mais je dis que c'est 2 contextes différents parce qu'au Niger, il y a le terrorisme, il y a des attaques terroristes qui sont monnaie courante. Il y avait une insécurité grandissante. Donc, le général Tiani a justement jugé bon de venir à la rescousse du peuple guinéen, du peuple nigérien. C'est ce qu'il a fait. Ici, on est dans un contexte purement politique où un président a jugé justement de s'inscrire dans le despotisme, dans l'arbitraire. On va à une élection, on écarte les principaux adversaires pour justement se tailler la part belle du lion. Je crois que c'est des faits qui créent la frustration. Et quand c'est comme ça, je pense que ça n'arrange pas le pays. Et donc, comme je le disais, il a su que l'avenir reste sombre pour lui. Il va falloir trouver une porte de sortie. Cette porte de sortie-là, c'est cette négociation. Je pèse le mot, c'est cette négociation-là qu'il est allé faire
avec ses frères d'armes. On rappelle qu'il est militaire aussi, c'est un général. Il est allé faire cette négociation-là avec ses frères d'armes pour qu'on lui trouve justement cette voie-là. Et donc, aujourd'hui, je crois que lui, il a fini de faire ses sales besognes. Il est actuellement au Sénégal. Et ce que moi, à mon avis, je trouve un peu curieux de la part du Sénégal qui a facilement tendu ou bien qui a facilement répondu à l'appel de quelqu'un qui hier narguait toute une communauté. Parce que Mbalo, les uns les autres l'ont dit tout à l'heure, Mbalo a chassé dans ce monde en fait les émissaires de la CEDEAO, ce qui à ma foi est un irrespect vis-à-vis de l'institution. Donc ça veut dire que normalement, il se retrouve aujourd'hui dans cette situation, personne ne devait venir à son aide parce que lui-même, comme je le disais, il a été son propre fossoyeur. Donc la question revient, que ce soit... On dirait qu'on pourrait conclure, à vous écouter, que c'est bien mérité pour lui un coup d'État. Non, mais malheureusement, ce n'est pas un coup d'État au sens propre du terme. C'est-à-dire que c'est une comédie qui se joue et que tous les acteurs sont dans leur rôle. Si c'était un coup d'État, peut-être à la Malienne ou bien au Burkinabé, je pense que je ne pourrais pas même me dire que Mbalo a mérité ce qu'il voulait. Mais aujourd'hui, c'est le paradis terrestre qui continue pour lui parce qu'au Sénégal, il sera en Asie doré. Il a négocié tout cela, c'était planifié avec les uns les autres. Donc c'est la gouvernance de Mbalo qui va juste continuer là-bas en Guinée-Bissau. C'est pour ça que je dis que les Guinéens ne sont pas sortis de l'oignon. La situation, elle demeure, la crise demeure d'actualité. Il va falloir justement pour eux d'ouvrir les jeux et d'œuvrer autrement. Parce que quand on dit, ce qui est encore marrant, c'est que c'est un coup d'État qui est intervenu en plein processus électoral. Bien sûr. Et les poutistes disent qu'ils suspendent en fait ce processus électoral. Pour organiser une élection, c'est pas avec 1 franc, c'est pas avec $2, mais c'est beaucoup d'argent. Donc ça veut dire que tout ce que les gens ont fait, les gens ont investi pour aller à ces élections-là, et aujourd'hui, ils se retrouvent à zéro, avec 100 résultats. Parce qu'il y a quelqu'un qui se dit ami avec le dictateur, il vient, il parachève de façon injuste et de façon dictatoriale ce processus-là, électoral-là, en naga et tout un peuple. Donc je pense que le pays replonge encore dans les mêmes travers et il revient pour moi au peuple guinéen, à la jeunesse guinéenne aujourd'hui, de prendre son destin en main, de prendre sa responsabilité. Alors, que doit faire la communauté internationale? Est-ce aussi ce sentiment mitigé qui fait que dans les rues de Bissau, on n'a pas vu souvent ce qui se passe quand il y a coup d'État, soit manifestation contre le coup d'État, soit manifestation de soutien, et rien de tout cela. Mais le coup d'État a eu lieu à une période assez particulière, comme l'a dit Louis.